bonjour tout le monde, bonjour encore une fois. Écoute, pour cette 25e capsule, 25e, merci d'être là. Encore une fois. Aujourd'hui, pour les moments satisfaisants, j'ai le goût d'y aller personnel. J'ai le goût de vous dire c'est quoi qui a été satisfaisant pour moi. Vous allez voir que ça ressemble un peu à ce qui a déjà été mentionné par certains, surtout ces derniers temps. J'ai aussi été attrapé par le beau temps. Donc, d'aller travailler un peu à l'extérieur, il me semble que ça diminue le sentiment de confinement. Je me trouve bien chanceux, moi, de vivre dans le bois et de pouvoir d'avoir grand espace. Je pense à tous ceux et celles là, qui sont pris dans un plus petit logement puis entourés de personnes, mais qui peuvent pas voir. C'est pas mal plus difficile. Donc, moment satisfaisant, de fendre. J'avais un tas de bûches d'érable qui me restait à fendre, là, que j'avais abattu l'année passée. Et puis, donc, les fendre. Après ça, les corder, toi. Après ça, nettoyer ça, là, mettre ça comme propre un peu. Et puis, prendre le temps, entre des fois, hein, parce que fendre, c'est de l'ouvrage, de prendre le temps de un peu communier avec le paysage d'une certaine manière, de l'apprécier, mon paysage. Un paysage, un environnement que je tricote depuis 25 ans avec ma blonde. Et puis un paysage qui a accueilli nos petits-enfants. Ils ont connu Papou et Mamilou juste ici. C'est la maison de Papou puis Mamilou, ça, ici. Puis en plus, on accueille aux 2 ans la famille de ma conjointe, que donc on se retrouve avec une 60aine de personnes ici. Fait que là, vous voyez là que tout ça, juste ça, là, ce moment satisfaisant-là de fendre du bois, c'est venu nourrir mon sentiment de pouvoir sur ma vie. OK, encore à mon âge, je suis encore capable de fendre du bois. Bon, c'est déjà ça, je suis content de ça. Ensuite, sentiment d'appartenance, hein, parce que quand je regarde mon espace, puis que je me dis, wow, regarde, c'est bien, je l'ai tricoté comme ça, et puis qu'en plus, on accueille des gens aussi et tout. Ah bon, il y a de l'appartenance là-dedans. Puis la reconnaissance, la fierté. Il y a au moins la fierté là d'avoir fait ça, d'avoir réalisé ça. Je vous dirais que même les courbatures le soir prennent une odeur de satisfaction. Eh ben oui, c'est le même. Que voulez-vous? Donc, je vais poursuivre aujourd'hui avec les écrits du père Lassouche relativement à son apprentissage du langage des arbres. C'est pour ça que j'avais ma chemise dans le compteur. On est rendu à la 3e, là. Il avait appelé ça l'eau qui fait crier. OK? C'est à l'hiver, juste avant mes 21 ans, entre les 2 grandes guerres, même s'il y en a pour qui celle du Vietnam en fut une grande. Quand la guerre se fait autour de soi, chez soi, elle est grande, que tu le veuilles ou non. C'est donc cet hiver-là que mon père et ma mère m'ont proposé une sortie un peu surprenante. Comme je vous le disais, ils ont toujours été surprenants. C'était un 24 janvier. On était campés dans un chantier sur le bord de la Gatineau en haut. On était les cooks pour une équipe de 68 hommes et 12 chevaux. J'imagine qu'ils cuisinaient pas pour les chevaux, là. C'est bien l'ouvrage, lever de bonne heure et coucher de bonne heure. Ce soir-là, après avoir veillé avec la gang de la bunkhouse numéro 3, on revenait vers notre camp à nous. Il faisait fret, un fret qui nous oblige à garder les poêles à bois rouges. Ma mère nous fait signe à mon père et moi. Elle nous montre la lune qui est juste au-dessus de la tête des arbres, puis elle dit « Qu'est-ce que tu penses d'asseoir, mon Jean? » Ça m'apparaît le moment idéal, ma Rosée qui répond. Elle enchaîne en se tournant vers moi. « Aimé, va donc ajouter quelques bûches dans notre poêle, puis mettre les grosses mitaines de fourrure. » J'avais mis mes petites mitaines de laine vu qu'on allait simplement à la bunkhouse numéro 3. Ton père et moi, on va t'attendre ici. Pris par surprise, j'obéis sans questionner. Je rentre dans notre camp. J'ôte mes mitaines. Dans le poêle, il lui reste qu'une belle braise. Je prends 3 bûches qui étaient asséchées autour de la truie, puis je les place dans son ventre. La braise s'empresse de les accueillir avec des belles flammes. C'est à ce moment que je me suis demandé, ils m'attendent pourquoi? On se lève de bonne heure, on n'a pas l'habitude de veiller bien tard. Ils doivent avoir un plan. Ce soir-là, autour de la truie des gars de la 3,
Toutes les histoires racontées avaient tourné autour du fret. Ah oui, hein, le fret qui oblige à se coller pour se réchauffer, le fret qui fait mourir, le fret qui fait fendre le fer, le fret qui conduit parfois au feu de l'enfer. Mon père et ma mère y avaient été avec de plus d'une histoire. De mon côté, j'en avais rapporté une. C'est le gros Thibodeau, un gars du Nouveau-Brunswick qui avait réchauffé la soirée avec ses histoires de fret de l'océan, des frets difficiles à imaginer pour quelqu'un qui l'a jamais vu. Une histoire attendait pas l'autre. C'était justement un de ces grands frets qui enveloppait le chantier depuis 2 jours et demi. Les gars pouvaient pas bûcher longtemps, fallait qu'ils s'arrêtent souvent pour se réchauffer. Faut qu'un bûcheron prenne soin de ses mains puis de ses pieds. Il gèle plus vite qu'un manche de hache. Il fallait aussi penser aux chevaux. À regarder les flammes dans le poêle, je me disais qu'on serait bien mieux dans le camp. Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien avoir dans la tête, ces deux-là? J'ai enfilé mes grosses mitaines, je calme ma tuque, puis je sors. Mon père et ma mère m'attendent en se tapant sur les cuisses et en dansant sur place. Je les ai à peine rejoints que sans dire un mot, ma mère prend les devants. Mon père épouse ses pas, puis moi je ferme la marche derrière lui. Nous prenons le sentier qui longe la rivière en montant. Je sais que ce sentier nous conduit au Grand Pin Blanc. C'est un arbre magnifique que tous les bûcherons du camp, fortement influencés par mon père, depuis 3 ans que nous y venons, ont décidé d'épargner. Il aurait pourtant été facile à abattre et à faire rouler jusqu'à la rivière. Mais non, il fut convenu de le conserver. Son tronc est si gros que 2 personnes ne peuvent en faire le tour avec leurs bras. On doit s'y mettre à 3. On va-tu au Grand Blanc? Tu l'as bien dit, mon gars. C'est mon père qui répond. Ce sont les seuls mots qui viennent répondre à une question que je savais de toute façon inutile. Le silence retombe sur le sentier et sur notre petite équipe nocturne. Un silence sec comme le fret. Un silence que seul le bruit de nos pas vient perturber. Même le bruit de nos pas me semble aussitôt avalé par le fret de l'air, pour retomber en morceaux sur la couche de neige recroquevillée sur elle-même. Rendu à l'emplacement du Grand Pin Blanc, ma mère nous montre la lune. Elle est là, sur notre droite, presque pleine. Elle répand sa lumière sur la forêt qui s'étend à perte de vue, sur la couche de glace et de neige qui recouvre l'élargissement de la rivière à nos pieds. Les premières branches du colosse sont à 5 hauteurs d'hommes. Elles s'étirent comme autant de bras, chacun de ces bras porteurs de plusieurs mains. Des mains ouvertes vers le ciel, vers la lune. La lune a l'air de comprendre que le grand pin lui demande de la lumière. Même si elle n'est pas chaude comme celle du soleil, la lumière est toujours porteuse de chaleur. Elle en a grand besoin par cette nuit arctique. Chaque main du grand arbre porte à son tour des milliers d'aiguilles, des milliers de doigts qui saisissent la lumière bleutée que leur offre l'astre de la nuit. Autour de chacune d'elles, la lumière semble se matérialiser et les envelopper dans un écrin. Toute la cime du grand pin brille de cette lumière bleue. Le Grand Blanc porte ce soir son nom d'une façon éclatante. Il fait clair comme en plein jour. Les ombres des arbres et de leurs branches s'amusent à dessiner toutes sortes de motifs sur la grande toile blanche que leur offre la terre. Lorsqu'on s'assoit autour du grand arbre pour reprendre notre souffle, le silence revient. Il est meublé par la rumeur du rapide plus bas sur la rivière et de quelques craquements nous parvenant tantôt de loin et tantôt d'à côté. Un lointain ululement nous rappelle qu'on n'est pas les seuls vivants qui sont au fret. C'est après un craquement derrière nous que le regard de ma mère croise celui de mon père avant de s'arrêter sur le mien. « On va commencer par donner un peu de chaleur au Grand Blanc, dit-elle. Elle se met face à l'arbre et l'entoure de ses bras. Mon père va se placer à sa gauche et lui prend la main avant de l'entourer lui aussi de tronc imposant. Je me joins à eux sans poser de questions. Le grand est maintenant entouré de nos bras. On peut même les plier un peu, on n'est pas à bout de bras. Je pose mon front sur l'écorce rugueuse et froide. Je sais que mon père et ma mère ont la même position. J'entends ma mère qui commence à psalmodier sur un « ah » encore une fois. Mon père se joint à elle et je fais de même. Notre « ah » semble communiquer de la chaleur au grand pin. Je sens l'écorce se réchauffer au contact de mon front. Puis, la chaleur me semble parvenir du tronc. Elle me pénètre.
passe de mon front à mes pieds en une boucle qui passe par le tronc du grand arbre pour me revenir. Après une couple de minutes, ma mère laisse ma main et celle de mon père pour reculer un peu. Je laisse aussi la main de mon père. Il me demande ensuite de m'approcher en m'indiquant l'endroit où elle veut que je m'assoie. On distingue la base d'une grosse racine de l'arbre. Je m'accroupis et elle me positionne sur le tronc. Il faut que ton dos soit bien aligné avec le tronc. Il faut que tu t'y appuies avec confiance. Derrière elle, c'est la rivière qui est en bas, à son plus large. Sa surface est complètement recouverte, on dirait un immense champ qui s'étend. Elle va s'installer sur ma gauche alors que mon père se dirige sur ma droite. Tous deux s'installent, s'accroupissent et s'adossent avec soin. Le regard de mon père porte maintenant vers l'amont de la rivière, celui de ma mère vers l'aval. Comme je devais m'y attendre, c'est mon père qui prononce un dernier mot. Écoute. Une fois son mot absorbé par le fret, le silence reprend sa place. Le silence et sa rumeur. Peu à peu, elle semble s'insérer dans le silence. Il laisse entrer le rythme de nos respirations avant de laisser place à quelques craquements. Ils sont tantôt isolés, tchac, tantôt en série, tchac, 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 tantôt simultanés, tchac, provenant de ma gauche et de ma droite. Après quelques minutes, mon attention n'est plus dans mes oreilles. Ce sont mes yeux et tout mon corps qui écoutent. Mon dos est envahi par un frisson. Non, ce n'est pas un frisson, c'est chaud. C'est plutôt un tremblement, une vibration. Oui, une vibration, une très fine vibration. Une vibration sans pulsation, continue, sans pulsation. Elle s'amplifie délicatement, à la fois craintive et sûre d'elle. Une vibration qui origine de la terre et qui monte dans le tronc, qui s'insinue dans l'arbre, comme l'eau sous la neige et la glace dans la rivière. Elle s'amplifie toujours, de plus en plus. Ma respiration s'approfondit. Mon cœur s'accélère. Puis, crac! Un crac qui retentit dans toute la vallée. Un crac qui me traverse. Un crac qui m'aspire vers la terre d'où il origine, vers la rumeur du rapide qui me semble maintenant tout à côté, vers la forêt, sur l'autre rive, vers le ciel, vers la lune, vers la lumière. Un crac qui, pendant un moment, habite tout le temps, tout l'espace. Un crac qui est encore là dans mon corps. Un crac si grand que j'ai cru un instant que c'est moi qui éclatais. J'ai ensuite cru que c'était le grand blanc qui éclatait et qui allait s'écraser, terrasser. J'ai déplacé mes mains, je les ai posées sur son tronc derrière moi. Il m'est apparu tout à fait calme, solide. J'ai fermé les yeux. La vibration a diminué graduellement. Elle s'est presque effacée, ne laissant qu'une trace douce et continue. J'ai soudainement eu l'impression que c'était la vieille souche qui était derrière moi, qui me soutenait, que mes mains étaient posées sur son vieux corps, chaud et accueillant. Une image s'est à nouveau présentée devant moi. Cette image où il y a 4 vieilles souches. La troisième était baignée d'une lumière bleutée. Bleu comme la lumière de la lune sur la neige, bleu comme les yeux de ma mère. C'est la voix de ma mère qui m'a ramené. C'est l'eau qui fait crier les arbres aimés. Elle se sert d'eux pour éclater, pour nourrir la musique de la vie dans une vague sonore unique qui se marie avec le chant des baleines. C'est l'eau qui joue de la flûte ou peut-être des percussions dans le grand orchestre des variations du silence. C'est l'eau qui circule, qui s'inscrit dans le mouvement de la vie, qui s'en enrichit et le nourrit en retour. C'est l'eau qui propulse le mouvement vers cette vibration, vers cette onde première sur laquelle voyage la vie, sur l'onde de l'élan de la vie. Après un court silence, mon père ouvre la bouche à son tour. « Merci, ma belle Rosée, pour tes beaux mots puis leur musique, mais je pense qu'on est mieux de s'élancer tranquillement vers notre camp avant de se mettre à crier nous autres aussi. »
« T'as bien raison, mon Jean, répond-elle, mais pas avant d'avoir remercié le grand blanc. » Elle se place à nouveau face aux géants bruns et verts auxquels la lune semble donner vie. Mon père et moi l'imitons en reprenant les places que nous occupions plus tôt. Un autre « ah » à l'unisson s'éleva autour de l'arbre. Un « ah » comme un « merci ». Merci d'avoir partagé ce cri avec nous. Nous sommes là, tous les trois, debout près du vénérable tronc, auprès de cet être vivant qui a partagé son intimité avec des humains. J'entends ma mère, j'attends que ma mère reprenne le sentier, qu'elle nous ramène vers le camp. C'est alors qu'elle m'invite à ouvrir la marche. On va marcher dans tes pas, Aimé. Vas-y, ouvre. Il y avait dans ses mots et dans son ton beaucoup plus qu'une simple invitation à marcher en avant d'eux. Le jeune homme que j'étais le saisissait de mieux en mieux. J'avais de plus en plus hâte d'avancer sur cette voie que mon père et ma mère me traçaient. Sur cette voie où ils semblaient croire que je puisse les guider parfois, pour les conduire sur des terres inconnues à leurs yeux, pour enrichir leur vie de ma manière de voir. Même si j'estimais que mes connaissances et mes capacités plutôt réduites en tant que reporter de la nature, de les voir, eux, évoluer et de sentir la place qu'ils m'accordaient, me motivait à apprendre, à être curieux de développer ce rapport particulier que j'avais avec la nature, avec les arbres plus particulièrement. Ma mère me disait souvent, quand je lui faisais part de mes expériences satisfaisantes et insatisfaisantes, « Ne réduis pas ta façon de communiquer et tes attentes. Ouvre-toi, ouvre. » Tout en saisissant ce qu'elle voulait dire, mes efforts semblaient se heurter à une limite que je ne dépassais pas. Je savais qu'il me fallait mettre en lumière la 4e souche de mes visions, comme les 3 autres l'avaient été. Ben, écoutez, ça nous met vraiment sur la piste de la 4e étape, qui serait probablement la dernière, parce qu'il y avait 4 dans sa vision, il y en avait 4 qui s'allumaient. Fait que je vous remercie. On se revoit donc demain, 14 heures. En attendant, vous continuez de noter vos moments satisfaisants et de les relier avec pouvoir, appartenance, reconnaissance. Je compte sur vous, puis je compte pour vous.